Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'actu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le tour de l'actu. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, le dernier mois je dirais. Bon là, il y a quelques petits trucs à analyser et à regarder. On y va, c'est parti. Et donc on commence avec Intel et Alder Lake, hein, qui doit maintenant sortir dans plus très longtemps. Du coup, on commence à voir passer de plus en plus de bench. Et on a eu dernièrement une série de tests entre guillemets d'une personne qui a apparemment un 12900K et qui l'a testé avec une RX 6600 qui vient de sortir. Bon alors dans un premier temps il l'a testé sous 3D Mark, ce qui nous donnait un score au niveau du score processeur assez énorme, hein, puisqu'on était à 17 915, là où le 10 900K nous sortait 14 026, ou les Ryzen 13 780. Alors après, hein, c'est pas pour autant que ce score, aussi impressionnant soit-il, ait un vrai impact au niveau des performances en jeu. Ça se traduit pas forcément simplement comme ça. Puisque bon, suffit de regarder ici, hein, on a le 3900X qui a un meilleur score que le 5800X, et pourtant en jeu, le 5800X est loin devant. Et puis juste en dessous, hein, on a un score sur Forza Horizon 4, où en gros on nous montre, hein, que le 12900K sur ce jeu-là en 1080p avec la 6600 avait 193 FPS, là où le 5950X avait 189. Alors, c'est très possible que ce soit un petit peu ce qu'on retrouve au final dans quasiment tous les jeux, hein. On nous annonce des chiffres incroyables, des augmentations de fréquence, des augmentations d'IPC. Faut pas oublier qu'une fois en jeu, la différence de toute façon sera très minime et uniquement en 1080p. Donc bon, pour ce qui concerne le gaming brut, si vous jouez en 4K, je dirais peu importe le processeur que vous avez, ça changera rien. Si vous jouez en 1440p, que vous ayez ces nouveaux processeurs Intel ou les anciennes générations d'Intel ou d'AMD, la différence se joue généralement à quelques pourcents. Si vous êtes en 1080p, c'est là que ça aura le plus d'impact. Et encore que, est-ce vraiment nécessaire? Enfin, je dirais, de toute façon, si vous avez des processeurs Intel de 9e, 10e ou 11e génération, si vous ne faites que du gaming, l'upgrade vers les futurs processeurs de chez Intel, de toute façon, ne sera pas forcément hyper intéressant. Enfin, je veux dire, en jeu, ça changera quasiment rien du tout. Si vous êtes au-dessus du 1080p, et même en 1080p, ce sera pareil. Et c'est pareil si vous êtes chez AMD, hein. Si vous avez un Ryzen 5000, l'upgrade entre guillemets vers les nouveaux Alder Lake d'Intel, bah, ça sert à rien. Donc bref, moi ça me fait un petit peu rire tout ça, hein. Il y a les fanboys qui s'éclatent d'un côté et de l'autre, Intel va démonter AMD, machin, tout ça. Bon alors déjà, oui, au bout d'un an, il serait peut-être temps de proposer quelque chose de mieux que les Ryzen 5000. Je dirais tant mieux qu'Intel les rattrape, tant mieux qu'Intel fasse même mieux, c'est la moindre des choses, je dirais. Après, ce qui serait vraiment intéressant, à mon sens, c'est les tarifs, puisque bon, c'est bien d'avoir rattrapé la concurrence. Après, si Intel est passé devant, mais fait grimper les prix encore une fois, ben, ce sera pas très intéressant. Par contre, si on a vraiment des tarifs plus agressifs sur le milieu et le bas de gamme principalement, c'est là que ça pourrait être intéressant, et là j'applaudirais des quatre mains si Intel évidemment nous sort des 12400 toujours en dessous de 200 balles, et les 12600 voire 12700 à des prix toujours relativement équivalents à ce qu'ils sont actuellement. En dehors de ça, ben ça changerait rien au niveau performance-prix, et on se ferait un petit peu chier. Alors, autre news toujours chez Intel qui a fait un petit peu le tour dernièrement, ben, c'est qu'Intel a confirmé que ses futurs GPU n'auraient pas de bridage ou de limitation spécifique vis-à-vis du minage de crypto-monnaies. Alors c'est pas spécialement surprenant, hein. Intel n'a pas grand intérêt à le faire s'il veut vendre beaucoup de cartes de toute façon, et je dirais que la grande inconnue de toute façon c'est est-ce que ces cartes seront de toute façon intéressantes pour miner de la crypto-monnaie. Puisque bon bien sûr si les cartes sont nulles en minage, il n'y a pas besoin de mettre de bridage, mais bon ça on le sait pas encore, donc on verra le moment venu. Et de toute façon, même si là, ici, actuellement, le minage c'est un peu reparti à la hausse avec la montée des cryptos, donc le prix des GPU a aussi grimpé exponentiellement, il n'y a rien qui nous dit que d'ici le mois de janvier-février, quand arriveront ces futurs
GPU d'Intel, la situation ne sera pas différente encore une fois, donc bon, wait and see. Autre news plutôt rigolote, hein, Windows 11, souvenez-vous, Windows 11 est sorti officiellement. Bon alors tout le monde s'en fout, mais Windows 11 est sorti, et les testeurs se sont vite rendus compte qu'il y avait un problème au niveau de la latence des caches sur les Ryzen avec Windows 11 qui du coup offrait de moins bonnes performances que Windows 10 avec ces processeurs-là, ce qui est plutôt intéressant à la quasi-sortie des futurs processeurs d'Intel qui, eux, auront très probablement besoin de Windows 11 pour exprimer leur plein potentiel. Bon, en dehors de toutes les théories du complot à la con, ça devrait être fixé assez rapidement et il y a déjà le patch qui circule. Sur le net, il y a déjà des tests qui ont été faits par des personnes. Apparemment, le patch devrait arriver rapidement avant la sortie de ces futurs processeurs Intel, ce qui devrait du coup rapporter quelque chose d'assez égal au niveau des tests de performance. Bon, tant mieux. Alors, toujours chez AMD, AMD célébrait la semaine dernière 5 années de Ryzen. Bon, alors je sais pas comment ils comptent les années, puisque les Ryzen sont sortis il y a 4 ans, pas 5. Alors, on va rentrer dans la 5e année, oui, peut-être, enfin bref. En dehors de ça, on a eu le droit du coup à une interview assez étrange entre deux personnes du marketing de chez AMD. Et ne nous y trompons pas, cette communication était purement du marketing, hein. En gros, le message c'était « N'achetez pas les futurs processeurs d'Intel puisqu'on arrive avec la suite, nous aussi, d'ici peu ». Alors effectivement, du coup, ils ont confirmé qu'il y aurait bien les Zen 3D, donc les Ryzen 5000 actuels avec du cache stacké au-dessus pour améliorer les performances, principalement en jeu, qui devraient bien arriver en début d'année 2022, puisqu'il y avait des rumeurs sur Twitter qui circulaient dernièrement comme quoi ce serait pas le cas finalement et que c'était annulé. Bon, AMD a du coup souhaité mettre terme à ces rumeurs, et il confirme également qu'il y aura bien Zen 4 pour la fin de l'année. Les histoires de PC Express Gen 5 et tout ça, c'est pas encore tout à fait clair, hein. Il n'y avait aucun doute sur le fait que la future génération d'AMD ait le support du PC Express génération 5, mais la vraie question c'est est-ce que ce sera sur les processeurs grand public ou pas, sur toutes les cartes mères ou pas, ça reste à voir. Alors ensuite, Nvidia et AMD, hein, on nous annonce du DLSS et du FSR partout. Bon alors dans l'ensemble c'est une bonne chose, hein. Par contre, il y a quelques titres qui m'ont fait rigoler dans les annonces de DLSS. Par exemple, Rise of the Tomb Raider. Je dirais que même la plus petite carte qui supporte le DLSS actuellement est tout à fait capable de le faire tourner dans d'excellentes conditions. Bon alors après, pourquoi pas. On a aussi un update du DLSS sur Shadow of the Tomb Raider. Du coup, c'est un petit peu plus intéressant puisque le DLSS 1.0 dans Shadow of the Tomb Raider, c'est un petit peu de la merde. Donc bref, on a de plus en plus de DLSS partout chez Nvidia, on a aussi du coup du FSR chez AMD, qui évolue quand même assez vite, hein, parce que, souvenez-vous, hein, le FSR, c'est sorti au mois de juin de cette année. Du coup, le support est quand même assez rapide, hein, dans les jeux, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, et ce qui est aussi plutôt pas mal, je trouve, c'est qu'on voit de plus en plus le DLSS plus le FSR dans certains jeux en même temps, ce qui est du coup plutôt pratique, hein, pour toutes les cartes qui n'ont pas accès au DLSS. Le FSR, ça reste une solution de repli, entre guillemets, plutôt intéressante quand c'est pertinent de l'utiliser. D'ailleurs, dans l'onglet communautaire de la chaîne, hein, je vous avais demandé si vous trouviez le DLSS ou le FSR, l'upsampling en général, est-ce que c'était important ou pas. Du coup, vous êtes 55% à avoir voté si c'est pas assez fluide, je l'active, qui est, je dirais, la case qui a le plus de sens à mon avis. Vous êtes 7% à trouver que la perte de qualité est trop visible, 13% à vous en servir tout le temps, et 25% à voter résolution native forever. Alors, j'aurais tendance à dire, oui, je suis un peu dans le même camp, je dirais que ce sont des options que j'active uniquement si c'est vraiment nécessaire. En dehors de ça, je trouve quand même que ce soit le DLSS ou le FSR, que l'on voit quand même quand l'effet est activé. Alors, c'est très certainement beaucoup moins flagrant en 4K, où les deux technologies s'expriment le mieux par rapport au 1440p ou en 1080p, mais dans les plus basses résolutions, je dirais, il y a quand même une perte de netteté au niveau de l'image, hein. Mais bon, il y a certains titres où c'est
pertinent de l'activer, principalement les jeux où il y a beaucoup de ray tracing. Je dirais qu'en dehors de ça, si vous avez un GPU de toute façon relativement costaud, si vous ne jouez pas en 4K, ça n'a pas grand intérêt dans l'ensemble, hein, mais bon, c'est une option de plus, personnellement, c'est toujours le bienvenu. Sinon, vite fait en passant, hein, j'ai vu passer MSI qui nous ressort des cartes modèle Armor. Alors, je pense qu'il devait avoir un stock de Ventirad qui leur restait dans un fond de tiroir. Du coup, ils s'en servent sur la RX 6600 non XT. Après tout, pourquoi pas, hein, sur ce type de carte, c'est suffisant. Ils avaient essayé d'en foutre dans des GPU beaucoup plus gourmands par le passé. C'était franchement limite, mais bon, sur ce type de carte, en vrai, ça passe. On réentend parler maintenant des RTX 3050 chez Nvidia. Bon, on a bien vu, hein, que ce soit chez AMD ou Nvidia, le bas de gamme actuellement, c'est pas spécialement la priorité. Donc, les 3050 Ti et 3050 tout court pour PC de bureau, on attend encore, hein, plus d'1 an après la sortie des RTX 3080. Ça s'était jamais produit, hein, ce type de choses par le passé. Alors après, ce qui est gênant, c'est que si on se fie aux performances des RTX 3050 sur les PC portables, c'est pas terrible. C'est pas terrible et ça ne fait même pas spécialement mieux que les 2060 ou 1660 anciennes, hein. Du coup, ces cartes n'ont pas grand intérêt. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'NVIDIA ne se presse pas pour les sortir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'NVIDIA va plutôt nous ressortir des RTX 2060 avec 12 Go de RAM, on ne sait pas trop pourquoi, au début de l'année prochaine. Toujours dans le cadre d'NVIDIA qui nous lance des déclinaisons de cartes à n'en plus savoir qu'en foutre, on réentend parler d'une RTX 3080 avec 12 Go de RAM, ce qui en fait concrètement une 3080 Ti. Ça n'a aucun sens. Alors après, pourquoi pas, je sais pas, est-ce que ça fait partie des futurs 3080 Super? Aucune idée. On sait pas trop ce qui se passe. Je sais pas si c'est Nvidia qui fait la chasse aux fuites et du coup qui balance des infos à droite à gauche pour voir qui a fuité. Mais là, c'est concrètement n'importe quoi, encore une fois. Bon, on va attendre d'en savoir plus, mais décidément, hein, les déclinaisons du GA102, on en a de tous les côtés. Sinon, on a aussi vu passer chez Igor's Lab la semaine dernière le futur connecteur PCI Express 5.0 qui serait capable de balancer 600 watts au niveau GPU. Je ne suis pas contre le fait d'avoir un nouveau connecteur au niveau Alim pour pouvoir alimenter les GPU, hein, puisque bon, actuellement, on a vu que sur les cartes les plus gourmandes, sur les RTX 3090, enfin, avoir 3 connecteurs 8 pins sur la carte, ça devient un petit peu ridicule. Donc d'avoir un vrai gros connecteur capable de balancer la sauce, c'est plus pratique. Ça voudrait aussi dire que le connecteur lancé par Nvidia avec les RTX 3000, ben, du coup passerait à la trappe directement, ce qui est un peu con, hein, on va pas se le cacher. Par contre, un set dérive, hein, sur la consommation excessive de quasiment tout le matériel PC, ça devient quand même un peu n'importe quoi, hein. J'ai pas spécialement envie d'avoir des GPU qui consomment 600 watts, des processeurs qui en consomment 200, le fait d'avoir besoin d'une Alim de 1000 watts pour être tranquille, avec un seul processeur et un seul GPU, enfin ça devient un peu délirant. Donc bref, hein, c'est très certainement pour préparer le terrain pour les futures générations de GPU, mais aussi par exemple pour la future 3090 Ti ou 3090 Super, enfin on sait pas trop comment elle va s'appeler, qui risque elle aussi de consommer énormément. Et on enchaîne avec 2 rumeurs qui concernent principalement Nvidia, de chez Igor's Lab mais aussi de chez Moore's Law is Dead qui ont fait un petit peu le tour ces derniers jours. Alors, je vais mettre des pincettes sur ces 2 rumeurs, hein, puisque concrètement, on verra si ça se vérifie ou pas assez rapidement, et il y en a qui sont un petit peu borderline théorie du complot, mais bon, pourquoi pas. Dans un premier temps, hein, ce qui est ressorti, c'est au niveau d'NVIDIA, c'est au niveau du GPP, si vous n'avez pas suivi, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, le GeForce Partner Programme, qui en gros incitait énormément les partenaires d'NVIDIA, donc même aussi tout ce qui est MSI, Asus et compagnie, à ne mettre en avant sur les cartes les plus prestigieuses haut de gamme uniquement les cartes d'NVIDIA. C'est ce qui avait fait qu'à une certaine époque, hein, on avait vu apparaître, au lieu de Asus Strix par exemple, on avait eu une autre gamme, je sais plus si c'était Ares ou un truc du genre, qui était en gros l'équivalent, hein, de la Strix, mais pour AMD, ce qui était une façon pour Nvidia en fait de garder son image de marque
de cartes premium et de faire passer les cartes des concurrents pour des cartes bas de gamme. Et c'est un petit peu ce qui ressort hein, quand on voit comment les gens se comportent vis-à-vis des cartes AMD. AMD continue de garder cette image de carte cheap à problème, alors que ça ne se vérifie pas tellement, plus vraiment à l'heure actuelle. Enfin, la génération RDNA 1 a connu des problèmes, mais autant RDNA 2 dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et les cartes sont tout à fait correctes. Mais bref, ça n'avait pas été accueilli de façon très enthousiaste à l'époque, hein, que ce soit de la part des partenaires, mais comme du coup ça avait fuité à l'époque, Nvidia avait un petit peu fait machine arrière du coup. Mais des dernières rumeurs ici qui circulent, hein, c'est qu'apparemment Nvidia serait en train de faire plus ou moins la même chose pour préparer la venue d'Intel. Donc en gros, Nvidia mettrait un petit peu la pression à ses partenaires pour faire en sorte eh bien, que les meilleures solutions de refroidissement et compagnie soient plutôt réservées aux cartes d'Nvidia plutôt que sur les cartes d'Intel. On verra bien du coup si les gros partenaires que l'on connaît actuellement pour Intel au niveau GPU, Gigabyte, MSI et Asus, est-ce que du coup ils feront des gammes de GPU différentes pour les futures cartes d'Intel ou pas. Sinon, l'autre rumeur rapportée par Moore's Law is Dead ici, il y a une journée ou deux, c'est qu'Nvidia arrêterait la production de cartes Ampère sur la fin de l'année pour maintenir des prix élevés. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Hein. En dehors du titre racoleur et putaclic, l'histoire, en gros, c'est qu'il a plusieurs de ses sources qui lui ont pointé plus ou moins la même chose. C'est qu'en gros, Nvidia prévoit de livrer moins de cartes pour la fin de l'année qu'ils ne l'ont fait sur le trimestre précédent. Ce qui est un petit peu étrange, hein, généralement, quand on crée du matos pour gamers, on essaye de balancer la sauce pour la fin de l'année pour Noël. Et bien apparemment ce serait pas le cas ici pour Nvidia et ça a été confirmé par plusieurs des sources de Moore's Law is Dead qui incluent très probablement des AIB, donc tout ce qui est Asus, machin et compagnie, qui semblent tous aller dans le même sens, comme quoi il y aurait moins de cartes pour cette fin d'année que dernièrement. Alors déjà qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais apparemment ce serait encore pire. Et ce serait pas spécialement un problème lié à la fabrication, hein, puisqu'au niveau de Samsung, il n'y a pas de souci particulier. Alors après, la vraie question, ce serait pourquoi, si ça se vérifie. Est-ce qu'Nvidia n'a pas besoin de produire plus pour la fin de l'année, puisqu'ils estiment avoir déjà fait assez de cartes pour remplir leurs objectifs sur la fin de l'année? C'est possible. Est-ce qu'Nvidia met de côté du matos pour préparer le lancement du refresh en RTX Super qui doit arriver en début d'année prochaine? C'est très probable également, mais la simple théorie du Nvidia livre moins de matos pour maintenir des prix élevés, je suis pas forcément sûr à 100% que ce soit le cas, loin de là. Hein. Après, c'est peut-être juste aussi une histoire de contrat avec Samsung. Hein. Samsung a peut-être fabriqué tout ce qu'il avait à fabriquer pour Nvidia pour cette année, et maintenant, il se sert des quelques mois qui restent pour satisfaire d'autres clients. C'est possible aussi. Pour reprendre la production après, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Les contrats qui sont passés avec les fondeurs au niveau des quantités de matos à produire, au nombre de wafers, c'est quelque chose qui est prévu très longtemps à l'avance, et que ce soit pour Nvidia ou AMD, les commandes qui ont été passées avant que l'on sache qu'il y ait pénurie au final, donc c'est possible que ce soit juste ça aussi. Mais bref, peu importe les raisons, et on ne saura très probablement jamais exactement ce que c'est qu'il y aura moins de cartes pour la fin de l'année apparemment. Donc on verra si ça se vérifie. Personnellement, j'aurais plus tendance à penser qu'Nvidia met de côté les puces, puisque de toute façon la gamme Super est basée sur exactement les mêmes puces que celles qu'on a actuellement, pour préparer la sortie l'an prochain. Alors oui, effectivement, ça va maintenir des prix élevés pour un lancement de la gamme Super qui aura aussi très probablement un prix plus élevé que la gamme actuelle, principalement sur les modèles les moins chers de la gamme Ampère, hein, donc les 3060 Ti, 3070 et 3080 tels qu'on les a connus, vont très probablement passer à la trappe, et il est très probable qu'Nvidia rajoute un petit peu de RAM sur toutes ces cartes-là pour aussi faire monter le prix. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'est pas spécialement une bonne nouvelle pour les acheteurs, mais bon, on verra comment ça se décante d'ici l'année prochaine. Sinon, la semaine dernière, on a aussi eu le droit à la sortie de la RX 6600 non XT, qui n'a pas fait grand bruit en dehors du fait qu'elle coûte très cher. Le prix officiel
était de 330 euros, dollars. C'est clairement pas ce qu'on a retrouvé en boutique. Puisque bon, la moins chère des RX 6600 en France était à 500 euros. Alors, déjà de base, hein, la 6600, au niveau des performances, on se situe aux alentours de la 3060, légèrement en dessous. Donc on est sur la gamme AMD, quelque chose qui se situe entre la 5600 XT et la 5700 non XT de la génération précédente. Donc bon, ce n'est pas une mauvaise carte. Par contre, son prix, lui, c'est une autre histoire. Autant si elle était sortie en situation normale, à un prix entre 200 et 250 balles, ça aurait été une très bonne carte en entrée de gamme. Autant là, à 330, ça l'est beaucoup moins, mais c'est clairement pas ce qui aurait été le pire si elle avait été disponible à ce prix-là. Mais bon, là, ça n'a pas été le cas, hein, 500 balles, c'est juste une aberration. Mais bon, autant sur la sortie de la 6600 XT, il y avait clairement eu un effort fait de la part d'AMD pour avoir du stock, pour avoir des cartes disponibles à des prix avoisinant le MSRP qui était de 380 balles à l'époque, autant ici avec la 6600 tout court, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Je veux dire, le lancement de la 6600 XT, c'était pas incroyable, mais par exemple en France, on avait eu la 6600 XT, on en avait trouvé à 450 balles. Par contre, dans d'autres pays d'Europe, on en avait bien trouvé à 380, et aux États-Unis, oui. Aussi, par contre, la 6600 en Europe, je crois que la moins chère c'était 480, voire 460 pour la 6600, et aucune à 330 balles, et je crois qu'il y en a eu très peu aux États-Unis à 330 balles, mais eux, ils en ont eu quelques-unes. Donc bon, un lancement décevant, encore une fois, et il est très dommage qu'AMD ne propose pas de modèle de référence sur son site à eux, encore une fois. Ça aurait vraiment permis de pouvoir peut-être en avoir une à un prix pas bon, mais plus correct que ce qu'on a eu là. Puisqu'on se doute bien que les constructeurs, mais aussi les revendeurs, s'en foutent plein les poches, d'autant plus qu'on va le voir avec la news qui suit ici, où on a eu un mec qui avait commandé sa 3080 le jour de la sortie, et pour fêter l'anniversaire de sa file d'attente d'1 an, avait envoyé un gâteau à son vendeur, et le revendeur a miraculeusement envoyé sa carte juste après. Alors je pense que le revendeur en question va recevoir beaucoup de gâteaux maintenant, mais bon, clairement c'est du foutage de gueule. Hein. Le revendeur ne voulait juste pas honorer les ventes de cartes à un prix qui ne les arrange pas, et clairement, l'histoire du gâteau, enfin, franchement, c'est un peu gros, quoi. Donc bref, bah moi ça me fait plutôt rire, hein, cette histoire, et ça montre bien, encore une fois, hein, que dans cette histoire, hein, que ce soit les marques ou les revendeurs, hein, personne n'est votre ami, hein, donc ça ne sert à rien de les défendre outre mesure ou d'être un fanboy de telle ou telle marque. Les marques n'en ont strictement rien à foutre de vous, vous n'êtes que des portefeuilles sur pattes. Enfin bref, hein, voilà un petit peu pour ce qui était de l'actu dernièrement. Bon, il n'y a pas grand chose de très réjouissant, mais bon, on espère que ça s'améliore pour 2022, et normalement ça devrait, hein, puisqu'on devrait avoir quand même la sortie d'un refresh pour les deux marques, on devrait aussi avoir l'arrivée d'un troisième concurrent sur le marché des GPU, plus 2 nouvelles générations de GPU sur la fin de l'année. Dans l'ensemble, j'espère quand même qu'au niveau du stock, ça s'améliore du coup. Après, on va pas se cacher, hein, ça suit vraiment énormément le cours des cryptos. Là, on a vu que les cryptos sont repartis à la hausse encore une fois, et ben du coup, le prix des GPU aussi. Alors après, je veux bien hein, qu'on nous sorte 50 000 autres raisons sur le fait qu'il y ait pénurie, machin et compagnie, mais bon, ça suit quand même énormément le cours des cryptos. Hein. Si on superpose les deux courbes, ben, on voit bien où le problème est actuellement. Et je n'ai aucun doute hein, sur le fait que le jour où les cryptos potentiellement se cassent la gueule ou que l'Ethereum passe enfin au Proof of Stake, bien qu'on retrouve vraiment énormément de GPU sur le marché de l'occasion, et étrangement, ce qui pourrait enfin pousser les prix à la baisse sur le marché du neuf aussi. J'espère que ce sera le cas le plus rapidement possible. Enfin bref, comme d'hab, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si quelque chose vous a intéressé dans la vidéo. N'hésitez pas également à faire coucou sur Discord ou à passer sur Twitch quand je stream. Je vous fais des gros bisous et vous pouvez vous casser maintenant. À la prochaine, salut!